Donc, merci de votre présence. Je vais effectivement vous présenter la question de la paranoïa et effectivement la mettre un peu en lumière en regard de notre société. Me semble-t-il que la question des troubles psychopathologiques, quels qu'ils soient, ne peuvent être dissociés de l'évolution et de la mutation de la société, étant donné qu'ils peuvent aussi être une réponse à des événements, et on va le voir ensemble, c'est-à-dire que les troubles que peut présenter une civilisation au travers des personnes qui l'animent ne présentent pas les mêmes troubles en regard de l'évolution et de l'histoire d'un peuple, d'une civilisation. Donc effectivement, la paranoïa, alors même si on connaît depuis longue date, elle a correspondu à ce qu'on appelle chez les aliénistes français, c'était les premiers chercheurs qui cherchaient sur les questions de la folie, au délire qu'on appelait de persécution, que nommait Lasègue au XIXe siècle, en 1852. Elle s'origine dans certaines formes de mélancolie, c'est-à-dire des tristesses et des dépressions sévères, ou ce que nommait Pinel déjà, toujours en France, dans les délires partiels. Elle avait pour classification très précise les cadres qu'on appelait à l'époque de la monomanie, c'est-à-dire des personnalités qui étaient très obsessionnelles, que nommait déjà Esquirol sur la même période. Alors, il s'agissait à ce moment-là de distinguer tout ce qui était de l'ordre de la grande dépressivité, de la grande tristesse et qu'on nomme la mélancolie, des délires qu'on appelait obsessionnels ou donc monomaniaques, et dont la monomanie qui était liée à la persécution était une des formes les plus fréquentes à l'époque. Donc François Leray va proposer le distinguo entre ce qu'on appelle les délires incohérents et ceux qui s'arrangent, c'est-à-dire les personnalités qui peuvent s'arranger et dont le délire est systématisé, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans la réalité très cohérent et s'organise d'une manière logique. Alors expliquer qu'est-ce qu'est la paranoïa, c'est l'inscrire dans une structure de personnalité, on le verra avec les personnalités, ou la classification traditionnelle française qui est devenue, qui a évolué, et aujourd'hui nous avons plusieurs classifications, donc la CIM-10, la classification internationale des maladies, mais aussi la classification, la DSM, aujourd'hui la version 5, qui est la classification mondiale des maladies psychiatriques. Je reviendrai juste à la classification traditionnelle qui est porteur quand même d'un éventail de signes cliniques qui sont très pertinents et qui établissent la structure du sujet et établissent certains sujets de manière névrotique dans leur structure et d'autres dans la version, dans la structure psychotique. La différence au niveau de la structure, c'est le rapport à la réalité. Expliquer ça, c'est que le rapport au réel dans la question de la psychose est modifié et la paranoïa s'inscrit donc dans la question de la psychose. Et une psychose qui est, comme je le disais, systématisée de manière logique, et c'est-à-dire que le délire est organisé et qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un qui a une structure paranoïaque, en tout cas les traits de personnalité peuvent sembler tout à fait adaptés, voilà, si en discutant avec la personne. Donc, au XIXe siècle, toujours, c'est en Allemagne que Griesinger décrit ses origines primitives qui sont indépendantes, va-t-il dire, de toute cause extérieure ou tout état morbide antérieur. Et le terme paranoïa va être usité pour la première fois en 1863 par Kalbaum pour décrire les troubles, ce qu'on appelait de l'entendement, de la compréhension, et il différencie ce qui va être les troubles qu'on appelait, qu'on reprend aujourd'hui, de l'ordre de la dysthymie, la dysthymia, c'est-à-dire les troubles de variation de l'humeur, qui sont plus de l'ordre de la sphère affective et émotionnelle, et tout ce qui va être la diastréphia, qui est une atteinte de l'avolition, c'est-à-dire de la volonté du sujet. Donc, la paranoïa apparaît comme une maladie des fonctions du jugement, un trouble des fonctions du jugement et de l'entendement, s'opposant à celle des émotions et des sentiments, ce qui en excluait toute pathogénie émotionnelle, comme je disais tout à l'heure, ou psychoaffective. Voilà.
C'est au début du XXe siècle, milieu du XIXe, que Kraepelin va isoler la paranoïa des démences précoces aussi, où à l'époque on travaillait aussi sur les processus et on interrogeait les processus démentiels de la personnalité. Et il parlera, Kraepelin, alors c'est entre 1883 et 1905 exactement, du développement insidieux sous la dépendance de causes interne et selon une évolution continue d'un système délirant durable et impossible à ébranler, c'est-à-dire que le sujet est convaincu du délire qu'il a, et ce de manière incoercible, c'est-à-dire que ça s'impose à lui, et qui va s'instaurer dans une conversation complète de la clarté et de l'ordre et de la pensée, de la volonté et de l'action. Voilà. Donc ça, c'était un bref historique de la question de la paranoïa. Si on devait synthétiser en une définition, la paranoïa va correspondre donc actuellement à une structuration psychique du registre, donc comme je vous l'évoquais, de la psychose et qui est chronique. C'est-à-dire c'est un fonctionnement psychique qui s'inscrit dans une structure de la personnalité que la personne va garder tout au long de sa vie. Donc, elle va se caractériser par un délire qui va être généralement, comme je le disais, organisé, systématisé, c'est-à-dire c'est le jargon que nous utilisons pour dire qu'elle est incarnée dans la réalité. Il s'accompagne de troubles donc du jugement et de la perception, mais la personne, en tout cas le sujet, n'a aucune détérioration, qu'elle soit intellectuelle ou cognitive, si bien qu'on trouve effectivement des gens qui peuvent être de haut potentiel intellectuel et avoir un trouble paranoïaque associé. Donc il faudra distinguer, c'est ce que nous allons voir progressivement, la personnalité paranoïaque et le délire paranoïaque. Et ça, c'est important, nous le verrons aussi au travers des traits de personnalité, c'est-à-dire que ce sont la question de la personnalité paranoïaque, ce sont des aménagements au travers de la structure de la personnalité où des traits apparaissent. Le délire paranoïaque ou les délires paranoïaques ont des thématiques que nous allons étudier ensemble et que nous verrons. Donc, sur un plan épidémiologique, il faut savoir que la personnalité paranoïaque représente environ entre 0,5 et 2,5% de la population générale. Elle représente actuellement entre 10 et 30% de la population hospitalisée en psychiatrie et de 2 à 10% des consultations psychiatriques. Au plan de la sémiologie clinique, donc la personnalité paranoïaque présente des traits qu'on nomme de personnalité. C'est-à-dire que ça va être des sujets qui vont présenter une sensibilité excessive aux échecs comme à la frustration. Il va y avoir un refus de l'excuse face à des préjudices qu'ils ont vécus et ils vont cristalliser énormément sur les personnes avec une tendance à la rancune très marquée. Ce sont des personnalités qui vont avoir des caractères soupçonneux, que ce soit des agirs ou des personnes, avec une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant, puisqu'ils vont être très interprétatifs, les actions et les paroles d'autrui. Donc, ils aménagent la parole de l'autre pour s'arranger et interpréter dans le sens qu'ils le veulent. Les agirs sont perçus comme potentiellement hostiles, menaçants, voire méprisants. Et là aussi, c'est des ruminations que peut entretenir le sujet paranoïaque face à toutes ces ruminations qu'il entretient sur l'hostilité, et le mépris, soit des mots, soit de la personne. Il va avoir un sens de la revendication de ses propos et de ses propres droits légitimes qui vont être en total décalage avec la situation réelle. C'est-à-dire que pour le coup, de par l'interprétation et face à la situation donnée, comme il aménage la réalité, ben voilà, la situation réelle donnée est totalement interprétée à ses fins en tout cas. Donc au total, c'est une personnalité qui va être en tout cas méfiante, des propos comme des personnes, qui va avoir de grandes rigidités psychiques, qui va faire une cristallisation qu'on appelle sur l'objet, c'est-à-dire la personne, et il va y avoir une altération, une interprétation du jugement, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi une hypertrophie du moi, ce sont des personnes qui ont besoin de valorisation et en tout cas derrière certaines inhibitions de vouloir énormément exister et un certain orgueil ou vanité.
Donc ça, c'est les traits de personnalité paranoïaque, interprétatif essentiellement, voilà, où il y a une cristallisation sur la personne.